Bonjour à vous très chers fans de cinéma, séries et tutti quanti et bienvenue à ETTPQ Studio. Je suis Bastien et je serai votre guide durant la totalité de votre séjour. Ah la vache, je vous le dis, aujourd'hui je suis excité comme une puce et mon cœur palpite autant que si j'étais allongé sur une table et recouvert de cellophane. Allez, calme-toi Bastien, ça va bien se passer. Ouais, aujourd'hui je vous préviens, cet édito est long. Très long. Parce que pour une fois, j'ai voulu laisser parler mon amour du sujet qui va nous occuper pendant cet épisode. Mais avant de commencer, je dois vous parler de notre sponsor du jour. Ah putain non. Ah merde. Non, il n'y en a pas. Ah désolé. Je me suis un peu enflammé avec nos dernières statistiques. Je sais pas ce qui m'a pris. Excusez-moi. Bon, allez, trêve de plaisanterie puisque, comme à mon habitude, je vais utiliser cette colonne pour opérer un petit voyage dans le temps. Mais attention, puisque cette fois, c'est très personnel. En mai 2007, j'étais en 3e, et c'était le temps de l'insouciance, mais aussi celui des rencontres. Et des rencontres, j'en aurais fait. Mais une particulièrement est restée, et c'est gravé dans le marbre. Une rencontre qui forgera presque 20 ans d'amitié maintenant, puisque oui, c'est bien à cette époque que j'ai rencontré Guillaume, et le fidèle podcasteur que je suis est très heureux de vous en parler. Et même si j'ai très vite voulu me débarrasser de lui, à force de squatter la place juste à côté de la mienne, j'ai fini par nourrir une certaine affection pour ce personnage quelque peu envahissant. De là à dire qu'il est responsable de mes futurs échecs scolaires, il n'y a qu'un pas que je me fais un plaisir de franchir. Et oui, quasiment... Quelle indignité. Jamais, oui, quasiment 20 ans que nous nous connaissons. Comme finalement beaucoup de sujets d'études de notre podcast, vous en conviendrez. Et pendant que notre professeur d'histoire géo de l'époque retenait ses larmes face à la défaite de sa royale candidate socialiste au présidentiel, je me faisais allègrement détruire sur tous les jeux de sport possibles et inimaginables par un Guillaume toujours plus terrifiant une fois sa manette dans les mains. Tous, oui, mais surtout les jeux de foot. Pourtant, je ne garde qu'un souvenir heureux de cette époque aujourd'hui. La faute à une nostalgie aussi présente dans ma vie que le simple fait de respirer. Mais aussi le fait que malgré ces défaites à répétition, c'est à ce moment que j'ai vraiment commencé à regarder des séries. Ah bah face aux 20-0 que je me prenais dans les 10 jeux, il fallait bien que je compense avec quelque chose et que je cherche mon bonheur ailleurs. Hein. Et à l'époque, je peux vous dire que trouver les séries et les regarder de façon hebdomadaire n'était pas chose facile. Ah bah non, hein, pas de plateforme légale de streaming et le binge-watching ne se faisait que grâce aux DVD de mes programmes favoris. Je t'aime Buffy. Pourquoi je vous parle de 2007 ? Bah je vais vous le dire. Parce que... Parce que c'est le 17 mai de cette année-là. Parce que c'est le 17 mai de cette année-là que Dexter débarque sur Canal+, excusez-moi. Et à l'image de Prison Break, Smallville, Lost et bien évidemment Breaking Bad, Dexter fait partie de ces séries où l'attente était trop longue. Et même si pour certaines que j'ai citées, ce n'est que quelques années plus tard que je les ai découvertes, Dexter fait partie intégrante de mes premiers émois télévisuels. À tel point que, oui, je l'avoue fièrement, mais toujours humblement, j'écumais LimeWire, Ares ou encore et bien évidemment Mega Upload, Never Forget, à la recherche des épisodes. Et putain que c'était bon, cette sensation de plénitude lorsque je terminais un épisode et que je m'empressais d'aller en parler à mon comparse de toujours. Parce que oui, Guillaume, Dexter et moi, c'est une histoire d'amour à notre échelle. Un ménage à trois à une époque où c'était pas encore à la mode d'être en trouble. Ouais bon, celle-là je suis pas bien sûr, mais on va quand même l'assumer. Mais ce que je veux dire, c'est que la série Dexter a quand même beaucoup façonné nos goûts en matière de série. Et oui, c'est sans doute pour ça que Guillaume pinaille autant aujourd'hui. Parce qu'il n'a jamais vraiment réussi à oublier son serial killer favori. À savoir que si je n'avais pas la patience d'attendre que tous les épisodes soient disponibles, notre ami Guillaume, lui, se faisait une joie de tous les trouver et de se faire l'intégralité des 12 épisodes en une nuit. Ouais, Guillaume, c'est un peu Netflix avant l'heure. Et pour finir sur cette douce mélancolie, je suis obligé de dire que Dexter est aussi une des séries à laquelle j'ai réussi à convertir ma chère et tendre petite sœur. Du moins pendant le temps où elle m'écoutait encore, mais ça c'est une toute autre histoire. Voilà donc pourquoi votre voyageur temporel favori vous dit tout ça. Pour vous montrer que d'une part, Dexter est un personnage qui dure depuis au moins autant de temps que l'amitié qui nous fédère, Guillaume et moi, et pour essayer de vous faire comprendre à quel point je suis heureux de parler aujourd'hui de la dernière itération de cet anti-héros qui continue de compter autant pour nous et pour une grande partie des sériphiles de ce bas monde. Oui, Dexter, c'est quand même une série qui a marqué toute une génération. Une série qui a fait rêver et qui continue de passionner malgré une longévité qui continue de faire débat. Car oui, depuis 2007, Dexter ce n'est quand même pas moins de 8 saisons, une mini-série leur faisant suite, une série préquelle et enfin une nouvelle série revival. Comme si personne n'était prêt à voir disparaître le personnage. Et ce n'est pas le titre de ce dernier revival qui va me donner tort, lui qui est sobrement intitulé Dexter Résurrection. Alors croyez-moi quand je vous dis que cette résurrection télévisuelle était attendue de pied ferme par les deux fanboys que nous sommes. Donc oui, tonight the night, and it's going to happen again, and again, it has to happen. Cette nuit c'est la bonne, et ça va recommencer, encore et encore, ça doit recommencer.
je vous la fais et en anglais et en français. Parce que oui, fidèles auditeurs, aujourd'hui est un grand jour. Alors préparez votre meilleur American Breakfast, bouclez vos ceintures et laissez votre passager noir prendre le volant, car dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous parle de Dexter Résurrection. Et plus globalement de Dexter. Le besoin de trancher dans le vif du sujet est présent, alors tu sais ce qu'il te reste à faire, mon Guillaume. Mets-nous le générique. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Guillaume. Salut comment vas-tu? Bah, après un édito pareil, ça me fait aller si bien. Je t'ai fait voyager un peu ou pas là? Ça t'a rappelé des souvenirs? Beaucoup d'émotions. Mais enfin, quand on fait un épisode sur Dexter, je m'attendais à tout sauf entendre parler de Madame Arrivée et de Nicolas Sarkozy. Quoi, vraiment. Oui, Madame Arrivée, le nom de notre prof d'histoire géo. Qui nous écoute sans doute pas. Bah oui, surtout que c'est vrai que oui, tu l'as dit mais dans ta réaction, mais gros timing pour la petite imitation de Sarko. Voilà, faut savoir qu'on tournait 2 jours après qu'il ait été condamné à aller en prison. Voilà, incroyable. Nicolas, si tu nous entends. Oui, mais ça fait 3 jours que j'écris l'édito, donc fuck. Voilà. Alors, écoute, bon, on est ravis de se retrouver quand même. Ah bah, ravis de se retrouver, mais alors encore plus pour un épisode hors série. Et oui, c'est le premier hors série de la saison 2. Série de la saison, il faut quand même le dire. Et bah oui. Et du coup, quel hors série, puisqu'on va quand même parler de la dernière itération donc d'un de nos personnages de série favoris, hein, vous l'aurez compris. Bah, c'est une de nos séries préférées, on va le dire. Enfin moi, en tout cas, mais c'est presque une Madeleine de Proust. Oui, totalement. Tu vois. Mais tu l'as très bien expliqué, et je vais lâcher la parole très vite, hein, mais parce qu'effectivement, c'est sans doute la première série qu'on a suivie aussi assidûment. Absolument. Alors que c'était vraiment une galère sans nom de choper les épisodes qui sortaient aux États-Unis. À l'époque, ça arrivait en France au moins 1 an après. Bah, donc non, c'est un truc qui a vraiment compté dans notre adolescence. C'est ça. Donc voilà. Alors, avant de parler de Dexter Résurrection, ça a été très compliqué parce qu'il a fallu faire beaucoup de coupes. J'ai été très censuré par Guillaume parce que sinon l'épisode faisait 8 heures, donc je peux le comprendre. Non, mais on va quand même juste, si tu me permets un truc. Vas-y. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur Résurrection, mais évidemment qu'un jour on fera un épisode sur la série Dexter. Voilà. Parce qu'on a 1 milliard de choses à dire, mais on s'est dit que si on faisait tout en même temps, effectivement, l'épisode allait durer 2 jours. Quoi. C'est ça. Donc du coup, voilà. Avant de parler un peu de Dexter Résurrection, je vais quand même un peu contextualiser, même en termes de production, ce genre de choses. Je vais d'abord vous préciser un petit truc. Qu'est-ce que c'est qu'un showrunner? Pour une série, un showrunner, c'est un peu le chef d'orchestre. Il supervise l'écriture, la production et la cohérence artistique. C'est un peu lui qui donne le ton de la série et qui sert d'arbitre entre la chaîne qui diffuse, donc Showtime pour Dexter, yes, et l'équipe créative. Donc il a plus de poids que les réalisateurs qui changent selon les épisodes, du coup. Totalement. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la série, si elle a été créée par James Manos Jr., donc la série Dexter, c'était également lui le scénariste du pilote, c'est Clyde Phillips qui rejoint l'équipe et qui deviendra le showrunner de la série durant la totalité des 4 premières saisons. Et c'est important parce que c'est les 4 meilleures saisons de la série originale. Et donc Dexter, au départ, c'est 8 saisons pour un total de 106 épisodes. Daniel Licht à la musique. Et donc diffusé sur Showtime aux États-Unis, je l'ai dit, et Canal+, puis TF1 apparemment, chez nous. Oui, aussi. Moi j'ai regardé ça sur TF1. Incroyable. À l'époque, c'était en deuxième ou troisième partie de soirée, parce que c'était trop violent. Ils pouvaient pas le mettre en prime. Trop sombre, trop dark donc pour le public de Joséphine. C'est clair. Mais totalement. Et donc, des showrunners, Dexter, on a eu pas moins de 3 en l'espace de 8 ans. C'est important de le noter parce que du coup, Dexter, elle reste aussi dans les annales des séries de cette époque parce que c'est une série qui avait très bien commencé, qui a très mal terminé. Et ça s'explique aussi par le changement de showrunner, il faut le dire. Donc voilà, donc Clyde Phillips pour les saisons 1 à 4, Chip Johansen pour la saison 5 et Scott Buck pour les saisons 6 à 8. Encore une fois, sur Dexter, on reviendra plus en détail si on fait un épisode dessus, donc je m'arrête là. Et donc pendant... quand même entre 2013 et 2021, du coup, on n'a eu rien du tout. On était resté sur une fin de série complètement pourrie et une grosse déception pour un personnage qu'on adorait. Et c'est en 2020 qu'on nous annonce New Blood, Dexter New Blood, qui fera suite à la fameuse saison 8. Donc, je l'ai noté, mais sur les 10 épisodes qui
qui vont faire Dexter New Blood, voilà, qui sortiront. Il y en aura 6 qui ont été réalisés par la même personne, Marcos Siega, et je l'ai noté parce que ça m'a fait rire, c'est que c'est lui qui a réalisé le clip All the Small Things de Blink 182. Voilà, donc ça m'avait un peu replongé dans les musiques de l'époque. Mais surtout, New Blood, c'est le retour de Clyde Phillips en tant que showrunner, qui voulait corriger donc la fin catastrophique de la saison 8, lui qui était parti pour des raisons que je dévoilerai et que je développerai, que nous développerons dans un épisode centré sur Dexter. Je voulais faire aussi un petit mot sur une série là, qui est aussi récente sur Dexter. C'est que depuis Dexter New Blood, on a donc eu 2 séries, donc Dexter Résurrection, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, et Dexter Origins, Dexter Original Sins en VO, qui est donc une série préquelle qui a été donc annoncée avec Dexter Résurrection en 2023 et en même temps une série sur le tueur de la Trinité dont on n'a aucune nouvelle. C'est Scott Buck, donc le showrunner des saisons 6 à 8 de la série originale, qui pilote Dexter Origins. Ceci explique cela. Voilà. Un peu en dents de scie, cette petite saison, mais surtout elle a eu... inutile. Et globalement inutile. Elle a eu quand même un certain succès, puisque jusqu'à très récemment, elle avait une saison 2 de prévue. Et qui a été annulée, on est d'accord. Qui a été complètement annulée suite au succès de Dexter Résurrection. Évidemment. Voilà. Et donc, pour Dexter Origins, pour terminer, donc, moi je l'ai trouvé globalement satisfaisante. Toi, je sais pas si tu l'as regardé. J'ai regardé la moitié, je suis pas allé jusqu'au bout parce que je me suis ennuyé profondément. Ce que je peux comprendre, moi j'ai réussi à tenir parce que je suis un rebelle, mais c'est effectivement pas foufou en termes de scénario, mais c'est assez satisfaisant dans le sens où il y a quand même un casting qui fonctionne bien. Surtout grâce à la présence de têtes connues, donc Sarah Michelle Gellar, j'ai parlé de Buffy dans l'édito, je suis obligé de la mentionner, Christian Slater ou encore Patrick Dr Mamour Dempsey qui est là, et c'est Patrick Gibson qui incarne donc notre Dexter jeune, sans le problème des perruques qui ont très mal vieilli, les perruques de Michael C. Hall à l'époque quand il incarnait un Dexter plus jeune, et donc Patrick Gibson, juste pour l'anecdote, c'est celui qui va incarner le prochain James Bond dans le prochain jeu vidéo, pas au cinéma, dans le prochain jeu vidéo, donc Dexter 007 First Light qui sort le 27 mai 2026. Vous avez toutes les dates de sortie maintenant. Voilà. Bon, c'était juste ça me faisait plaisir d'en parler. Dexter Résurrection donc Dexter Résurrection, c'est une série qui fait suite à New Blood. Oui, c'est la suite directe. C'est la suite directe complètement. On pourrait considérer que c'est la saison 2. Alors, en fait, ça dépend. Tu peux soit considérer que c'est la saison 2 de Dexter New Blood, soit c'est la saison 10 de Dexter. Puisque New Blood fait office de saison 9. Oui, d'accord. C'est un peu complexe, un peu compliqué, mais Dexter, c'est Dexter, quoi. Donc Dexter Résurrection, c'est Pat Irwin à la musique, une saison composée donc de 10 épisodes, disponible sur Paramount Plus depuis le 11 juillet 2025 et sur Canal Plus depuis le 21 août de la même année. Et là, je suis obligé de quand même continuer sur mes petits points casting. Tu sais que j'aime ça parce que quel putain de casting pour Dexter Résurrection, car en plus de Michael C. Hall qui reprend le rôle de Dexter et Jack Alcott celui d'Harrison, on retrouve Peter Tyrion Dinklage, Kristen Jessica Jones Ritter, Eric Cameron Tucker Stone Street qui vient nous voir depuis Modern Family, évidemment Neil Patrick Barney Stinson Harris, Uma Poison Ivy Thurman. Oh, wow. oui, on fait des références maintenant. Terrible. Et David Dastmalchian, qui est donc Thomas Schiff dans The Dark Knight, qu'on a mentionné dans l'épisode précédent. Décidément, la boucle est bouclée. T'es perdu. Je suis perdu parce qu'en fait, c'est pas du tout mentionné dans l'épisode précédent, dans l'épisode qu'on a enregistré juste avant. C'est surtout ça. Et donc, c'était le premier rôle. Pas forcément les épisodes dans l'ordre. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me perds un peu. La fatigue est présente. Et on notera quand même que David Zayas reprend son rôle de Angel Batista et que ça me fait énormément plaisir. Ça faisait plaisir à tout le monde, je pense. Oui, carrément. Et ça permet de parler qu'en plus de ces nouvelles têtes, on a aussi le retour d'une batterie de vétérans. Le James Remar qui reprend le rôle de Harry Morgan, John Nitro celui d'Arthur Mitchell, Jimmy Stitz qui redevient Miguel Prado et Eric King qui prend à nouveau le temps de se glisser dans la peau de James Dox et de nous sortir sa réplique désormais cultissime sur les internets. Voilà pour cette intro un petit peu lourde. C'était très difficile de couper certaines choses. Je pense que ça va, je m'en suis pas trop mal tiré. Ça contextualise un peu tout ça. Avant de passer au résumé, etc., parce que la contextualisation n'est pas terminée, pour vous dire où on en est arrivé. Pourquoi on a choisi cette série ? Pourquoi on a voulu parler de cette série ? Est-ce que tu avais des attentes pour cette série Dexter Résurrection et qu'est-ce que tu en as pensé globalement ?
Alors, on a choisi ça parce que je pense qu'en la regardant tous les deux, on s'est vite dit qu'il y avait des choses à dire. Absolument. Et que voilà, on était content d'en parler. Ça fait longtemps qu'on a envie de faire un épisode sur des grosses séries, on va dire. Et Dexter est dans la liste, évidemment, pour toutes les raisons que tu as évoquées très bien dans l'édito, donc je ne vais pas y revenir. Mais voilà, je pense que la raison principale, c'est ça. C'était un bon moyen d'entrer dans des épisodes centrés sur des séries. Jusque-là, on n'a fait que des séries très courtes. Soit Adolescence, qui faisait 4 épisodes, soit des mini-séries comme Astérix, les épisodes étaient très courts. Donc ça fait un moment qu'on réfléchit à comment aborder des grosses séries. On s'est dit, bon là, c'est un espèce d'entre-deux. On va parler d'une saison, mais on va raccrocher avec le reste. Donc voilà, c'était un peu l'expérimentation. Et ça s'y prêtait. Alors après, qu'est-ce que j'en attendais ? Moi, j'avais bien aimé New Blood. J'avais trouvé que c'était plutôt réussi. Et surtout, j'étais content que New Blood donne une fin à Dexter, puisque c'était quand même la promesse de base, et il y avait une fin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et donc moi, quand ça a été annoncé, j'étais surpris. Parce que du coup, j'avais un peu un mauvais pressentiment, honnêtement, de me dire, bon, là les gars, non, vous avez fait une saison qui finissait le truc. Là, vous nous faites les origines, j'ai trouvé vraiment pas terrible. Donc j'étais pas forcément super content. Après, à mesure des annonces de casting, t'as quand même envie de regarder. Et quand j'ai commencé à regarder, je me suis pris au jeu. Le fait qu'on change de lieu pour l'action, c'est quand même un truc qui fait du bien, parce qu'on a connu tout l'arc Miami dans New Blood, cette espèce de campagne sous la neige, là, donc un peu plus rural. Là, on vient à New York. Bon, je trouve que c'est sympa, ça donne un cadre différent. Et en réalité, tu te fais vite prendre au jeu, parce que moi, je savais pas que c'était le showrunner des premières séries qui avait repris. Je ne m'étais pas intéressé à ça. Mais tu le ressens. C'est-à-dire que tu retrouves vraiment la vibe de ce qu'était la série originale. Donc moi, ça m'a plu. Franchement, j'ai regardé, j'ai binge-watch la série. C'est-à-dire que voilà, je regardais à chaque fois les 2 épisodes dès qu'ils sortaient. J'avais envie de les voir. Il y a une semaine, j'ai pas pu les voir. Donc dans la journée, j'en ai fait 4. Enfin, voilà, il y a un côté où je trouve que ça fonctionne. T'as envie de voir la suite. Bon, il y a des facilités, il y a des choses dont on va parler, j'imagine. Mais globalement, j'ai passé un bon moment. Et surtout, j'ai aimé globalement toutes les portes que ça ouvre et que ça referme. La série n'est pas frustrante. Et ça, j'ai bien aimé, ce qui est parfois le cas dans les séries, surtout les séries modernes, qui ont tendance à ouvrir des portes, à jamais les refermer, ou alors à ouvrir des trucs en saison 1 et te faire attendre la saison 28 pour avoir la réponse, quoi. Là, j'ai bien aimé que cette série, elle se tienne comme exactement le faisaient les séries originales de Dexter. C'est-à-dire, il y a une continuité générale, mais chaque série est centrée sur un élément central, et il est résolu du début à la fin. Donc moi, j'ai vraiment aimé. En vrai, j'ai pas grand-chose de mal à en dire. Je pinaillerai évidemment comme d'habitude, mais voilà. Et toi, du coup, quelles étaient tes attentes ? C'était grandes, je sais, j'imagine. Moi, j'avais, je pense, de plus grandes attentes que toi, dans le sens où, effectivement, je sors du marathon de la série originale des 8 premières saisons. Et j'ai enchaîné avec New Blood, j'ai enchaîné avec Dexter les origines. Donc, j'étais un peu en mode, il serait peut-être temps de me donner ce que je veux. Parce que moi, tu vois, la fin de New Blood, je l'ai trouvée bien, mais elle me laissait sur ma faim, en l'occurrence, puisque je trouve qu'on laisse une porte ouverte. Porte qu'ils ont prise, qui sont complètement ouvertes dans Dexter Résurrection. Et j'ai trouvé ça extrêmement dommage, puisque justement on nous avait vendu New Blood à l'époque comme justement la vraie fin. Et en fait, à la fin, tu sens qu'ils se sont dit, bon allez, on laisse une porte ouverte, si ça a du succès, on fait une suite, quoi. Oui, clairement. Donc moi, je m'attendais à une suite un peu, tu vois, pour le coup. Et parce que j'avais vu que New Blood avait justement plutôt convaincu. Et donc voilà. Et moi, j'attendais beaucoup, en fait, des choses qui m'avaient frustré dans New Blood, notamment la confrontation entre Dexter et le personnage d'Angel. On est d'accord. Je n'attendais que ça. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment très hâte quand j'ai vu que les acteurs revenaient. J'avais vraiment très hâte de voir ça. Je voulais vraiment retrouver un personnage lors d'un nouveau départ. La ville de New York, puis évidemment moi le casting, je l'ai trouvé très bien parce que il est incroyable et je trouve que c'est pour un personnage installé depuis autant de temps sur nos télés, ça fait plaisir de voir que des gens connus pour des séries postérieures, des films antérieurs à Dexter, prennent autant de plaisir à venir juste pointer le bout de leur nez pour dire on est là, tu vois. Alors j'imagine qu'ils viennent pour prendre un chèque, je suis pas voilà, mais en tant que petit fanboy, putain, ça fait plaisir de voir parce que tu sens qu'il y a quand même un certain, peut-être pas respect, c'est peut-être un grand mot, pardon,
mais il y a une certaine reconnaissance en fait de la série, même dans la profession, et je trouve ça vraiment très bien. Bah, je pense que les acteurs étaient attachés, pour ceux qui reviennent en tout cas de la série originale, étaient attachés, et puis surtout je pense que New Blood a eu de l'impact parce que tout le monde a été déçu de la fin de Dexter. On va allègrement spoiler, j'imagine, un peu tout. La fin de la saison 8 est vraiment ratée, complet, elle est désastreuse. On en parlera peut-être là ou dans le prochain épisode, j'en sais rien. Enfin, l'épisode consacré à Dexter, j'entends. Mais je pense que comme New Blood a un peu redoré le blason, on peut le dire, de la série en lui offrant une suite à la hauteur, je pense que les personnages étaient contents de revenir. Et dans New Blood, moi, j'étais tellement heureux de revoir le personnage de Deb aussi présent parce qu'elle était là. C'est peut-être un des trucs qui m'a manqué là, c'est de jamais la voir, et j'aurais aimé qu'elle fasse une petite apparition au regard de tous les petits caméos qu'on a et qui sont franchement pas... Le fanservice, il est très bien dosé. Oui. Ça, il faut le dire. Mais je suis d'accord avec toi, tu sens qu'ils sont contents de revenir. Je pense qu'ils ont envie d'être à nouveau associés à ce truc pour dire, allez, là, on va vous offrir la fin que vous méritez, quoi. Il y a un peu cette dimension-là. Oui, puis en plus, Michael C. Hall adore incarner Dexter, hein, il s'en cache pas. Donc ça participe aussi. Enfin, tu vois, ça aussi, c'est un des trucs que j'ai aimé, c'est que tu sens le plaisir, comme tu l'as dit, de remettre cette peau de Dexter. Oui, pour après, sans le dire de manière piquante, mais un peu quand même. Malheureusement, à part ça, il n'a pas eu une carrière extraordinaire. Il n'a pas eu une carrière exceptionnelle, Michael C. Hall. Il a fait peu de choses qu'on... Il n'a pas fait de choses marquantes depuis, honnêtement. Depuis, non. Quand il a été casté pour Dexter, il sortait de Six Feet Under, qui est une série qualitative au possible. J'ai toujours pas vu. Une des meilleures fins de série que j'ai vues de ma vie. Je sais. Et qui en plus te plairait, mais c'est sûr. Là, pour le coup, je me coupe un doigt si c'est pas le cas. Et retenez bien. Si je suis plus là, c'est normal. Mais non, donc voilà. Donc non, moi je trouve que le renouveau il fonctionne bien. C'est un renouveau qui passe par un vrai retour aux sources et ça fonctionne vraiment très très bien. Un plaisir du début à la fin. Je me suis éclaté en voyant cette série. Il y a eu la confrontation tant attendue qui est là, qui tient peut-être la moitié de ses promesses, mais qui en tient quand même une très grande partie. Non, mais totalement. C'est une série qui donne aux gens ce qu'ils veulent. Oui, voilà. Je me souviens qu'on a déjà parlé de ça, toi et moi, en dehors de ce micro, de cette idée que on est un peu souvent dans une culture de il faut, vous l'entendrez dans l'épisode de la semaine prochaine, voilà, parler de, enfin, il faut pas forcément aller là où les gens attendent, il faut les surprendre, ce qui est, moi, je le maintiens respectable et intéressant, mais c'est vrai que parfois il y a un peu ce truc de culpabiliser les séries ou les films qui vont là où le public les attend. Ça a été l'énorme reproche de Star Wars 7 de dire vous avez fait ce que les gens voulaient et en final c'était pas très bien. Mais de temps en temps ça fait quand même du bien. Là pour le coup je trouve qu'en plus c'est bien fait. Donc, ah oui mais c'est ça. Mais ouais c'est généreux comme série. C'est ça, c'est le mot. C'est généreux et tu l'as dit, moi je préfère aussi, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en dehors du podcast, mais moi ces dernières années j'aime bien voir des choses, des films ou des séries qui, même si c'est pas parfait, même si c'est pas l'excellence, vont au fond de leur histoire. Ils ont une ligne directrice, on va raconter ça comme ça, si ça te plaît, tant mieux, si ça te plaît pas, tant pis. C'est pas bien, on le sait, mais c'est pas grave. Et en fait, je prends plus de plaisir parce que je trouve que la démarche est beaucoup plus honnête et généreuse, tu l'as dit. Donc voilà. Bon, on va rentrer dans le dur. Eh ben allez. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis pas, mais on va tout faire pour. Je vais contextualiser un peu ce qui se passe dans Dexter et dans Dexter New Blood. Alors, parce qu'on parle de Dexter, on imagine que la plupart des gens connaissent, mais pour vous situer un peu, Dexter, c'est un homme qui paraît tout ce qu'il y a de plus normal. Mais en réalité, c'est un serial killer parmi les plus prolifiques. Il traque les repris de justice et les tueurs et autres criminels ayant réussi à passer entre les mailles du filet lancé par la justice. Et la journée, il travaille donc en tant qu'analyste de sang sur les nombreuses scènes de crimes qui pullulent à Miami. Il a été élevé par la famille Morgan, du coup, après qu'il ait été découvert dans un container baignant dans le sang de sa mère qui avait été massacrée et découpée à la tronçonneuse. Et Harry Morgan est donc le policier qu'il a trouvé et qu'il a adopté. Après avoir vite compris qu'avec un passif comme ça, Dexter allait sans doute mal tourner, il a décidé de lui donner un code qui lui permet donc de survivre et de s'attaquer dans une parodie de justice expéditrice et jubilatoire pour nous tous à tous les criminels possibles. Et surtout à ne pas se faire prendre par ses collègues flics. C'est là tout le sel de la série au départ. Pour ça, il cache sa véritable nature à son entourage, notamment à sa sœur Debra, que tu aimes beaucoup, et à sa copine Rita, qu'on aime beaucoup. Enfin, copine, compagne, puis femme, dans la série originale.
Donc les saisons se suivent et se ressemblent, et Dexter, au fur et à mesure de la série, est confronté à divers dilemmes moraux et psychologiques, et surtout à différents antagonistes. Je vous passe tous les antagonistes car on n'est pas à l'abri de faire un épisode sur la série mère, on l'a dit. Exactement. Mais au bout de 8 saisons, le postulat, c'est celui-là. Dexter, il feint sa propre mort. Une quantité assez importante de ses collègues, dont Debra, sont morts. Son fils Harrison s'enfuit avec sa belle-mère Anna. Et Dexter devient donc bûcheron pour préserver le peu qu'il lui reste. Voilà, ça c'est la fin de la série originale. Vous comprendrez donc en entendant qu'il devient bûcheron pourquoi personne n'a aimé. Tu me permets d'ajouter un truc ? Je t'en prie. Il devient bûcheron devant le pire fond vert que j'ai vu de ma vie dans une série. On parlera des effets spéciaux de la saison 8 plus tard et du dernier épisode notamment, parce qu'il n'y a pas que ça qui est pas beau le dernier épisode. Clairement, on en parle de la tempête ? Non, oui, on n'en parle pas de la tempête. Je me rappellerai toute ma vie de ce... c'est à ça que je fais référence. Hein. Ah oui, la tempête dans le dernier épisode, c'est vraiment... C'est hallucinant. À se demander comment ils ont fait ça, quoi. C'est ça. Et donc Dexter New Blood. Donc Dexter coule des jours heureux 10 ans après les événements de la saison 8. Il se fait désormais appeler Jim Lindsay. Il sort avec une policière du bled paumé où il se trouve et n'a pour seule compagnie dans son petit chalet que sa culpabilité, qui prend donc la forme de sa défunte sœur Debra, au grand plaisir de Guillaume. Absolument. Quand soudain, son fils débarque sans prévenir à l'improviste pour lui annoncer que peu de temps après son exil avec Anna à l'époque, la deuxième femme de la vie de Dexter est tombée malade et est morte, décidément. Et donc, depuis, Harrison a été baladé de foyer en foyer, et il a donc retrouvé Dexter pour lui demander pourquoi tu nous as abandonnés, papa, quoi. Et au fur et à mesure des 10 épisodes, Dexter il tente tant bien que mal de former Harrison à devenir comme lui et à tisser des liens avec ce dernier pour finalement se faire prendre, tuer un policier au passage. Et quand Harrison voit ça, il voit bien que son papa a appliqué la règle du « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Il lui tire donc une balle dans la poitrine après l'approbation de celui-ci. C'est comme ça que se terminait New Blood à l'époque. Et donc là, après je pense que ça va, c'est plutôt... On est très bien. On est clair, on est bien. Ce qui était donc, on peut le dire quand même, une fin en soi, parce qu'on pouvait s'arrêter là en disant il est mort et basta, parce que la série laissait quand même imaginer que potentiellement il mourrait. Enfin, c'était même le plus probable, oui, même si c'était pas dit. C'est sûr, mais comme ça coupe avant qu'il ait les yeux vraiment fermés ou ce genre de choses. Mais comme tu l'as dit, j'imagine qu'ils ont juste tourné ça en se disant si ça marche pas, on s'arrête là, si ça marche, on fera une suite. Ce qui est paradoxal, parce que Clyde Phillips, à l'époque, il avait quitté Dexter parce que justement, il voulait continuer le show, et lui, il a dit non, mais moi, lui, au départ, il avait imaginé une fin où le personnage mourrait, en fait. Mais oui. Et c'est ça qu'il voulait faire avec Dexter New Blood, et au final, il a changé son fusil d'épaule. Mais c'est pas plus mal parce que c'est pour notre grand plaisir. Exactement. Alors Dexter Résurrection, de quoi ça parle ? Qu'est-ce que ça nous raconte du coup ? Parce que vous vous doutez bien qu'en 9 saisons, on va dire, il y a eu le temps de faire le tour du personnage. Donc, en fait, le postulat de départ de Dexter Résurrection, c'est que Dexter se réveille de son coma, donc, après avoir vu plusieurs fantômes, notamment donc tous les acteurs que j'ai cités dans le casting de Dexter Résurrection, et c'est là que le fanservice est bien fait, c'est qu'en fait c'est que là qu'on a du vrai fanservice à ce niveau-là. Ils apparaîtront plus du tout après, ils sont juste venus pour une scène, et ça c'est plutôt cool. Et donc Batista a compris qu'il était le Bay Harbor Butcher dans la saison précédente, et il lui fait savoir. Harrison, de son côté, est donc devenu salarié dans un hôtel new-yorkais, et tue un homme à la manière de son père, et est donc suspecté par la police. Du coup, Dexter assure les arrières de son fils pour le protéger, et il devient donc chauffeur VTC après avoir en quelque sorte été adopté par le personnage de Blessing, nouveau personnage de la série. Très cool d'ailleurs. Très cool. Très bon perso. Et la famille de ce dernier, parce qu'il est lui-même chauffeur VTC, c'est lui qui engage Dexter dans cette direction. Dans le même temps, il va se débarrasser donc d'un serial killer notoire, donc le passager noir, donc qui a le nom de finalement le The Dark Passenger. The Dark Passenger. Donc alors le passager noir dans la série originale, c'est comme ça que Dexter appelle son autre lui, on va dire, qui lui permet de tuer c'est son côté serial killer. En fait. Exactement. Et donc le passager noir qui ne s'attaquait qu'aux chauffeurs VTC, d'où sa nouvelle vocation au départ. Et il va prendre la place de ce tueur, en fait, il va le remplacer dans une soirée, puisque celui-ci avait reçu une invitation quand même, hein. On invite les tueurs, ça c'est intéressant. Une soirée organisée par un milliardaire philanthrope fan de serial killer. Donc Dexter s'infiltre là-dedans et rencontre 4 autres tueurs, dont une tueuse, qui ne s'attaque apparemment qu'aux agresseurs sexuels. Et donc c'est un peu le postulat de la série.
Avec en parallèle donc l'enquête de Batista qui prend sa retraite de la police de Miami, nous offrant une petite scène fort sympathique avec 2 anciens personnages de la série originale. Queen et Mazuka. Absolument, et quel plaisir de les revoir, même le temps d'une petite scénette comme ça. Mais Queen, on le revoit une 2e fois dans la série. Oui, c'est vrai, mais bon, il n'y avait pas Mazuka, donc je déteste le personnage de Queen. Voilà. Mais ça faisait plaisir de... Voilà, bref. Donc Dexter retrouve... Batista retrouve la trace de Harrison et comprend qu'il a hérité des vices de papa. Donc il le convainc de se rendre, mais Dexter va l'empêcher de faire cette bêtise, et dans le même temps, Dexter se rapproche toujours un peu plus du cercle de tueurs dans lequel il s'est infiltré, notamment de la Lady femme, Vengeance. Lady Vengeance, mais découvre... Mia Lapierre, pour le nom de son nom de ville, on va dire. D'accord, ok. Donc Mia Lapierre, qui découvre qu'elle tue non pas par vengeance, mais par plaisir. Donc elle est de nouveau sur le menu du tueur, de notre tueur préféré. Mais pour elle, il va faire d'une pierre deux coups en décidant de la piéger pour ne pas attirer les soupçons du reste de groupe, puisque je ne l'ai pas dit, mais il a tué Neil... Barney Stinson du coup. Barney Stinson a été le premier tueur à passer sous les coups de Dexter, et dans le même temps il lui met le meurtre pour lequel Harrison est accusé sur le dos. Évidemment, suite à ça, Dexter et son fils vont fortifier leur lien, et Harrison va même songer à reprendre ses études, et Dexter va se retrouver confronté à un autre membre de la joyeuse petite bande, donc cette fois le tueur des Gémeaux, et devant l'arrogance de ce dernier, Dexter va lui montrer qui est le vrai numéro 1 des tueurs, en s'en débarrassant, pour finalement découvrir que le tueur des Gémeaux a un frère jumeau avec qui il tue. Et du coup, il pousse le frère à s'attaquer à lui devant le milliardaire, donc il s'appelle Prater, incarné par un Peter Dinklage en grande forme, clairement, ouais. Pour justifier le fait de le tuer. Donc ça fait déjà une bonne partie du cercle qui n'est plus là, c'est plus un triangle maintenant. De son côté, Batista continue d'avancer tranquillement, mais aucun de ses collègues de New York ne croit à son histoire. Il va donc prendre les devants et découvrir où vit Dexter et placer un tracker dans la voiture de ce dernier, en l'occurrence ses AirPods, pour le traquer et le suivre. Des AirPods qui étaient chargés à bloc, visiblement, et c'est tant mieux. La batterie est très efficace. Absolument. Et Apple va être content de cette petite pub pour la batterie. Ouais, mais ça marche discrète. bien. Moi, j'ai bien aimé, mais totalement. bien aimé. Moi aussi. Et donc, finalement, il va le traquer jusque dans une de ses kill rooms. Et malgré cette pièce de cellophane, recouverte complètement de cellophane, personne ne le croit. Oui, parce qu'il se fait décrédibiliser quelques temps avant, puisqu'il découvre qu'en fait, il est plus flic alors qu'il avait fait croire qu'il l'était. C'est ça, il est parti à la retraite pour traquer Dexter, finalement. Exactement. Et lui faire payer les morts de la série originale. Alors que personne ne croit à sa théorie, y compris à Miami. C'est ça, tout à fait. Non, à Miami, il n'en a parlé à personne, justement. Oui, non, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Il en a parlé à personne. Mais en tout cas, Queen, à un moment, il sollicitait au téléphone et il dit que, en gros, il a un peu pété les plombs, quoi. C'est ça, absolument. Alors, devant tous les tueurs qui disparaissent de son petit cercle, la femme de main de Prater, donc là c'est Uma Thurman, Charlie, absolument, elle s'interroge sur Dexter et ils découvrent tous les deux que finalement Dexter a un fils. Donc là, Dexter comprend qu'il va devoir se confronter directement à eux. Batista, lui, de son côté, va prévenir Prater qu'il est en danger, car Dexter n'est pas celui qu'il prétend être, mais se fait... aux surprises, kidnappé par le milliardaire et sert d'appât pour Dexter. Et contre toute attente, Prater est super content de découvrir la réelle identité de Dexter et il lui somme de tuer Angel à la manière du Bay Harbor Butcher devant lui. Donc on a Batista qui est allongé sur une table, il donne un couteau à Dexter, il dit à Charlie c'est bon, baisse ton arme, laisse-le tuer tranquillement ce pauvre Tom, là. Ce pauvre homme quand même. Voilà. Et finalement, Dexter refuse, il libère Batista, qui se retourne immédiatement contre lui pour tuer Dexter tout de suite de ses mains. Il commence à vouloir l'étrangler. Prater va donc exécuter Batista contre la vie de Dexter, finalement, en lui sauvant la vie en plus, finalement. Oui, c'est ça qui est super paradoxal. Et les laisse tous les deux enfermés donc, dans la chambre forte dans laquelle se déroulait une sorte de salle des trophées complètement hermétique et fermée, qui ne s'ouvre qu'avec un code, dans laquelle il a ses trophées de tous les serial killers qu'il a pu collectionner, entre guillemets, qu'il a pu rencontrer. Donc voilà, donc ça c'était le résumé détaillé mais pas trop. C'est forcément plus long, on est sur une série, donc, il y a 10 heures de contenu. Ouais. Donc voilà, de la série, donc on en est là. Et donc à ce moment-là, mon Guillaume, qu'est-ce que tu retiens ? Est-ce que tu as un épisode préféré, une scène préférée, ou au pluriel, je pense on peut dire, parce que comme tu l'as dit, 10 heures de contenu, il y a quand même beaucoup de choses à dire et à voir et à retenir. Qu'est-ce que tu retiens, toi, à ce moment-là ? Bon, franchement, il y a beaucoup de choses. Honnêtement, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail, mais il y a quand même beaucoup de trucs que j'ai aimés, des trucs un peu moins.
Si je commence par le côté un peu négatif, il y a pas mal de fois où je me suis dit, bon là quand même, c'est un peu facile, quoi. C'est-à-dire que voilà, le scénario voilà, est fait pour que les choses avancent. Après, c'est le principe d'une série. Et je ne vais pas le reprocher puisque je n'aurais pas aimé que la série traîne en longueur sans raison. Je trouve qu'un des vrais points forts de la série, c'est le rythme. Absolument. Tous les épisodes sont rythmés, tous les épisodes font avancer l'histoire. Il n'y a pas d'épisodes filler qui servent à rien. Et comme on a quand même plusieurs intrigues en même temps qui vont s'embriquer les unes dans les autres, c'est plutôt intéressant. C'est vrai que le montage global de la série Dexter initiale, il y avait toujours un grand méchant après lequel on court et puis un ou deux... sur lesquels il va se concentrer au fur et à mesure. Et en fait, ils ont vraiment repris ce truc-là. Et je trouve que c'est ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que ça fonctionne parce qu'on ne s'ennuie pas. Maintenant, il y a vraiment des trucs qui sont hyper réussis. Moi, j'ai adoré la séquence où il va pour la première fois chez Prater et justement, il visite la salle des trophées. Pour moi, ça, c'est une merveille. C'est une super idée parce que c'est un moyen d'invoquer des trucs de la saison sans que ça soit lourd. C'est-à-dire que de la série originale. Et on parlait de fanservice bien fait, ça c'est du fanservice bien fait. Parce qu'on a plein de trucs qui font écho aux saisons précédentes, mais on n'a pas 1 milliard de caméos ridicules. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et surtout, dans la mise en scène, c'est intéressant parce que nous on le voit, mais le personnage le voit et c'est utile à l'histoire. Et je trouve que ça résume assez bien la réussite de cette ultime saison. Est-ce que ça sera la dernière ou pas, ça on en débattra après, mais cette idée de dire en fait on fait les choses pour les gens, on fait ce qu'on aurait dû faire il y a quelques années quand la série s'est arrêtée, mais on le fait correctement et je trouve que c'est un vrai point fort du film. Après, ce que je retiens, c'est le personnage de Prater. Moi je trouve que c'est le meilleur personnage de la saison, de loin. Je trouve qu'il est vraiment intéressant parce qu'en fait il est méchant de par ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il a une obsession maladive pour les tueurs en série et c'est plutôt bien expliqué d'ailleurs le pourquoi du comment dans la série, mais en fait je trouve ça génial que ce personnage-là qui soit le grand antagoniste in fine de la série soit tellement naïf. Et je trouve que c'est génial que ça soit son bras droit, en l'occurrence Charlie, qui est joué par une Uma Thurman que j'ai trouvée excellente, qui soit beaucoup plus lucide que lui. Et je trouve que c'est vraiment un parti pris intéressant parce que souvent dans les saisons précédentes, alors ça fait longtemps que je les ai pas vus donc j'ai pas les souvenirs aussi précis que les tiens, mais les grands méchants, je pense à Trinité par exemple, étaient super intelligents, ils anticipaient, ils suranticipaient. Et je trouve que lui justement, Prater, en fait il tombe dans tous les pièges de Dexter. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que jamais il le soupçonne jusqu'à ce qu'on lui montre que c'est lui le problème. Je veux dire, il se pose pas la question quand il y en a une qui va en prison, quand il y en a deux qui disparaissent. Enfin, il a l'air de se dire ouais, ils viennent pas. Drôle de coïncidence. Exactement. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça rend le personnage pas juste méchant. C'est pas en fait c'était un des trucs bien dans Dexter, c'est que c'était pas très manichéen parce que mine de rien on aimait bien un mec qui tuait des gens. Enfin je veux dire, le postulat de base est particulier. Moi je me souviens, c'est marrant, j'ai ce souvenir là moi de Dexter, des affiches dans la salle Méditerranée à Gare de Lyon quand la saison 4 est sortie de Dexter. Ou la 4, où il a Harrison sur la saison 4, ouais. Sur les épaules et il y avait marqué vous allez être surpris d'aimer encore plus un tueur en série. Et je trouve que c'est la force de la série et ils ont réussi à refaire ça dans cette saison-là. Et moi, j'ai vraiment aimé. Après, je vais pas répéter les choses que tu as dites, mais le casting quand même est dingue. Franchement, avoir réussi à mettre autant de gens, autant de noms et que ça fonctionne et que ça tienne. Et je veux dire, ils font pas des petites apparitions, quoi. Prater, elle est là tout le temps. Charlie, elle est là tout le temps. Enfin, et ceux qu'on voit comme ça par apparition en caméo, c'est trop bien. Enfin, tout est bien foutu. Si j'avais un reproche à faire sur la série globalement, je trouve qu'il y a quand même... En fait, ça va très vite. Je trouve que c'était une des forces de la série originale, c'est que la série prenait son temps. C'est-à-dire qu'il mettait toujours beaucoup de temps à mettre en place ses actions. Il y avait toute la notion de la préparation, etc. Là, franchement, les trois qui zigouillent, ils les zigouillent en 3 jours. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'urgence parce on nous l'explique, hein, je veux dire pour le coup ça tient la route, ils se réunissent à ces trucs de tueurs en série qu'une fois par an, donc il n'a pas beaucoup de temps. Je trouve que ça c'est un peu dommage par rapport au fait que c'est un personnage ultra méticuleux qui prépare tout et là il prend des risques inconsidérés. Par exemple quand il tue le premier des jumeaux
Oui. et qu'il le fait chez lui alors que la porte est même pas fermée à clé, que l'autre, le voisin descend, qui pleure et lui dit bah ouais, va dans la salle de bain, là où j'ai caché le corps. Bon, là je trouve que c'est un peu dommage par rapport au personnage qu'il est initialement. Mais là, comme d'habitude, je pinaille parce qu'il faut trouver des points. Mais franchement, non, j'ai vraiment aimé. Et moi, j'ai adoré le dernier épisode. J'ai aimé tous les épisodes, mais celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai adoré, je sais plus dans quel épisode c'est, mais je crois que c'est dans le 2 où il va pour la première fois à la réunion, là. Où il fait tout le truc. C'est dans le 3. C'est dans le 3 où il récupère l'empreinte du mec. Ouais, il fait un moule du pouce, etc. Et la première fois qu'il va là-bas, dans cette espèce d'endroit invraisemblable où il y a, on visite la salle des trophées, on mange. Là, il y a une ambiance vraiment chelou et je trouve que ça marche hyper bien. Donc voilà ce que j'ai retenu. Et toi, du coup ? C'est toujours pareil quand on a à peu près le même avis. C'est très difficile de me démarquer de ce que tu viens de dire. Moi j'ai quelques scènes que j'ai bien aimées. En fait c'est plus des façons de faire. J'ai beaucoup aimé comment ils piègent Lady Vengeance, même si je trouve ça abusé que les gens y croient qu'elle soit responsable du meurtre d'Harrison, qu'a perpétué Harrison, pardon, qu'a fait Harrison, j'arrive pas à parler. J'ai beaucoup aimé en fait les scènes où Dexter piège le passager noir aussi, et plus tard comment il fait la même chose à Uma Thurman en la menaçant, en lui disant mais laissez mon fils tranquille parce que sinon je vais vous éclater. Moi, je trouve que ça marche bien pour le coup. Le côté rythme et le côté rapide et urgent de la situation, ça m'a pas gêné parce qu'en fait, j'étais tellement heureux. J'étais aussi heureux que les personnages qui reprenaient leur rôle. En fait, j'étais heureux de ressentir ça devant Dexter. Et je vais être honnête, j'ai à part des facilités scénaristiques qu'il y avait déjà dans la série originale, et notamment en fait dans les saisons les moins bonnes. C'est un peu de la même manière que 24 heures chrono, le concept en fait il se fait rattraper par son propre concept. À l'époque 24 heures chrono, tu as la première saison qui est interminable parce qu'elle va de minuit à minuit, chaque épisode fait en réalité 1 heure parce qu'avec les États-Unis t'as 3 coupures pub, etc. Et du coup en fait au fur et à mesure que les saisons avancent et que la série avance, la règle de temporalité et donc t'es à tel lieu, tu dois aller à tel lieu. Normalement, avec les bouchons, machin, t'y es en 3 épisodes. Là, t'y es en 2 épisodes. Tu vois là. Et t'avais un peu ce côté-là avec Dexter, où t'avais ce côté où, oui, il y a des moments donnés, c'est pas normal qu'il se fasse pas choper, c'est pas normal que ça marche. Moi, il y a un truc, notamment, on en reparlera si on fait un épisode dessus, mais tout ce qui se passe avec LaGuerta dans la saison 7, je trouve que ça n'a aucun sens qu'il se fasse pas griller plus que ça. Non, mais je suis d'accord. Donc voilà. Mais là, quel plaisir de retrouver ces personnages-là, de découvrir ces nouveaux personnages. Encore une fois, vraiment le casting, le fait qu'il soit venu faire un tour dans la série. Je pense à Neil Patrick Harris qui vient et en fait qui est le premier à se faire descendre. Il dure un épisode, même pas. Clairement. J'ai trouvé ça génial parce que dans la façon qu'il a de jouer quand il est sur la table, prêt à se faire poignarder, il est aussi heureux que nous en fait. C'est très bizarre, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment trop cool. J'aime beaucoup encore une fois, ce respect presque en fait du matériau original. J'ai pas grand chose. Moi, j'ai beaucoup aimé plus globalement les répliques et la façon qu'a Dexter de jouer avec en fait le personnage et Michael C. Hall, la façon qu'il a de parler. En fait, je trouve que ça marche toujours aussi bien. Moi, je trouve que les voix off, ça reste un truc génial dans cette série. Absolument. Parce que c'est souvent pas très. La voix off, c'est souvent feignant. Quand on fait une voix off, c'est que on est bien placé pour le savoir, c'est qu'on n'a pas les moyens de raconter le truc autrement. Non, on en parlera pas. Non, mais pour le coup, ça a toujours été un gros marqueur de Dexter. C'est-à-dire qu'il a cette idée, ça fait vraiment le lien avec l'épisode que vous allez entendre la semaine prochaine sur le côté un peu schizophrénique de personnages qui ont 2 personnalités. Et vraiment, ça, c'est hyper bien fait. Et ça marche parce que, comme tu dis, lui l'incarne à merveille. Et moi, j'adore ces moments-là où, en plein milieu, parce qu'en fait, la voix off, elle n'est pas explicative. En plein milieu d'une conversation, pensée, en fait. Il va faire une pensée. Donc, il va répliquer dans sa tête un truc qu'il a entendu. Et ça marche toujours aussi bien. C'est vraiment génial. Ah ouais, non, c'est clair. Ça marche bien. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas grand chose qui fonctionnait pas dans cette saison. Je trouve que je l'ai trouvé super. Voilà, je le dis, là il y a vraiment le côté Madeleine de Proust, je l'assume totalement. Non mais j'ai même pas un épisode préféré. Si, j'ai beaucoup aimé l'épisode justement le 9e, moi pour le coup, où justement Batista meurt à la fin. La dernière phrase qu'il a pour Dexter, fuck you Dexter Morgan, j'ai trouvé que c'était génial parce que tu te dis mais en fait qu'est-ce qu'il pouvait lui dire d'autre? Oui, totalement. Oui, y a pas de... et j'ai aimé un truc, tu vois. Moi, il y a un truc qui m'a frustré, c'est-à-dire que
de base, moi je trouvais que la confrontation, que je disais tout à l'heure qu'elle tenait à moitié ses promesses, parce que je trouve qu'il n'y a pas de vraie confrontation où les deux se disent leur cas de vérité. C'est plus un jeu du chat et la souris qui se met en branle. Et en fait, dans l'épisode 9, j'avais un peu ce côté frustration en mode ah putain, ils n'auront pas discuté, ils se seront pas dit leur cas de vérité. Mais j'ai trouvé ça tellement stylé, la manière qu'il a de mourir et de lui dire mais putain, va te faire foutre quoi. Oui, parce qu'on tombe pas dans le côté où on se réconcilie. Absolument. Et quelque C'est part, ça que je voulais tu le dis bien, il y a pas, jamais il avoue, Dexter. Mais en même temps, moi je trouve que c'est intéressant parce que son personnage il doit jamais avouer. Oui. Et donc je trouve ça bien, et au final tu le dis, la dernière réplique elle est géniale parce que il termine en l'insultant. Pour revenir vite fait sur ce que tu disais, il y a quelques facilités, il y en avait dans d'autres, mais tu vois, moi j'ai un exemple en tête. C'est peut-être le seul truc où je me suis dit bon là quand même ça manque, c'est là où je trouve que ça va un peu vite par rapport à ce qu'il faisait avant. C'est sur le cas de Lady Vengeance. Donc en fait il fait porter le chapeau à cette nana du meurtre qu'a commis Harrison à l'hôtel. On l'a pas contextualisé ce meurtre, mais en gros il tue un mec parce que il allait agresser sexuellement. Voilà, il a drogué ou fait boire une nana, il l'emmène l'emmène dans sa chambre, l'autre il le suit, il pète un plomb, il lui explose un couvercle de WC sur la tronche. La scène est assez violente d'ailleurs. Et donc, pour se sortir de ça, il va utiliser la montre de ce mec-là, que lui avait confié le gars à Harrison, qui est donc Groom. Son père, Dexter, va le récupérer. Il va le mettre dans l'appartement de Lady Vengeance un jour où elle est en train d'agresser quelqu'un. Il sait parce qu'elle lui a dit que ce soir-là, elle allait commettre un meurtre. Et là, tu vois, parmi les trucs, c'est tout con. Mais je me dis, ça, on aurait pu un peu s'en passer. La nana, elle tue un mec, donc elle s'apprête à torturer un mec. Les rideaux sont grands ouverts. Et elle a... elle n'a pas de mur. Hein. C'est une immense baie vitrée. C'est le seul appartement allumé. Donc l'intégralité de on est à New York, quoi, je veux dire. Oui, il y a un peu de vis-à-vis, quoi. Et tu vois, ça, je me dis, bon... C'est dommage parce que ça ne gâche en rien l'expérience, hein, qu'on s'entende. Mais je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'était pas utile. À partir du moment où il sait qu'elle va faire ça, il suffit d'attendre, même rideau fermé. Je veux dire, il sait très bien qu'elle va faire. Quand il appelle les flics, en plus, c'est bien foutu. Il appelle les flics, ils viennent et c'est terminé. Bon, là, tu dis, on n'a pas besoin de nous le montrer. Et Dexter avait, je trouve, cette qualité souvent de pas surexpliquer, de pas surmontrer les trucs. Ça faisait partie des éléments qui, moi, me plaisaient bien. J'ai souvent eu l'effet de surprise, justement, parce que on te montrait le truc pas forcément au moment où tu l'attendais. Là, bon, j'ai pas besoin de le voir, quoi. Après, vraiment, j'ai pas du tout ressenti ça, c'est ouf. Mais après, encore une fois, c'est parce que j'essaye de chercher des éléments un peu je à vais faire discuter. L'avocat du diable. Oui, mais tu vois cette scène, le fait que la baie vitrée elle soit ouverte et qu'elles sont en train de torturer. Le gars, il est habillé en mode sadomaso sur une croix de sadomaso. Tant qu'elle passe pas à l'acte, les gens peuvent juste se dire que c'est un jeu sexuel qui est un peu chelou. C'est tout. Oui, c'est pas faux. Là. Allez, puisqu'il l'arrête, en fait, les gens ne voient pas les ustensiles qu'elle a, donc à savoir des choses assez horribles. Mais voilà, c'est juste pour refaire le Guillaume. Non, mais je valide. Moi, juste un personnage dont on a peu parlé, c'est l'inspectrice. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Effectivement, Harrison est traqué, en fait. Enfin, pas traqué, mais il est suspecté par une profileuse. Exactement. Moi, j'avoue qu'au début, le personnage, je l'ai trouvé un peu caricatural. Elle s'appelle Claudette Wallace, c'est son nom d'inspectrice. J'adore son nom en plus, je sais pas pourquoi, je trouve ça ouais, rigolo. C'est stylé. Et elle a un espèce de petits... on va pas dire qu'elle est autiste, mais elle a des petits problèmes. On sent qu'elle est... Voilà. Et donc, elle a une habitude étrange, c'est qu'elle écoute... quand elle est sur une scène de crime, elle a un casque et elle écoute la musique c'est Stayin' Alive, je crois. De Stayin' Alive en permanence, à fond. Et ça, c'est vrai qu'au début, la première fois qu'ils vont sur la scène où ils trouvent les sacs dans lesquels il y a le bateau plein d'ordures. Ouais, exactement. Et elle a la bonne idée, elle cherche la manière dont sont noués les sacs et tout. Et au début, je me dis, mais qu'est-ce que c'est-à-dire... Et à chaque scène où elle apparaît, quasiment, elle a ce truc-là. Mais en fait, ça marche bien. C'est quand elle enquête, en fait, quand exactement. Elle se plonge dans ses réflexions. Et je trouve que ce qui fait que ça marche, c'est qu'elle est avec un autre inspecteur qui s'appelle Melvin Olivia. Et en fait, le couple qui forme tous les deux d'inspecteurs, il est vraiment efficace. Ouais. Parce que lui, il la ramène à une forme de enfin pas de neutralité, mais de réalité. Et elle, c'est une obsessionnelle absolue. C'est-à-dire qu'elle, dès le début, elle est convaincue que c'est Harrison. C'est la seule qui croit pas que ce soit Lady Vengeance parce qu'elle dit c'est le seul truc le seul objet sur lequel il n'y a pas ses empreintes. Et en plus, le mec, quand il témoigne, il dit
Elle m'a dit que j'étais le premier qu'elle tue à New York, donc ça tient pas. Sauf que personne l'écoute parce que ça arrange tout le monde que ça soit elle, et puis parce que c'est crédible que ça soit elle. Mais j'ai trouvé que ces deux personnages-là, ils étaient vraiment réussis, sachant que dans Dexter, il y a quand même tout un pan sur, y compris dans New Blood, sur la place qu'a la police dans les histoires. Dans New Blood, il sort avec une flic, il travaille même un peu plus ou moins avec eux, il connaît tous les flics. Dans la série originale, il est flic lui-même. Et je trouve que c'est un des challenges qui a été le mieux relevé, c'est d'intégrer des flics autres que Batista, qui enquêtent et qui sont intéressants. Et qui sont pas dans l'entourage proche de Dexter, effectivement. Voilà, et je trouve que ça, c'est un truc qui marche vraiment bien, et jusqu'au bout, ils sont intéressants tous les deux. J'ai bien aimé ces personnages-là. Je suis d'accord, je te rejoins. Désolé, je ne vais pas inventer l'eau chaude, mais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, alors dis-nous, comment ça se finit ? Parce que c'est quand même... Là, on va avoir des choses à dire. Alors, donc, dans une conclusion plus qu'attendue, Dexter va donc solliciter l'aide de son fils pour se libérer et sortir de cette pièce pleine de trophées, sachant que pour trouver le code qui ouvre la porte, c'est aussi dans cette pièce qu'il y a tout ce qu'il faut pour trouver le code que seul Prater connaît, que seul le milliardaire connaît. Donc en fait, il y a un tiroir avec tous les dossiers. Ouais, il y a des dossiers sur tout le monde, y compris sur les gens avec qui il travaille. Y compris sur les gens avec qui il travaille, et des dossiers, quand on dit tout le monde, c'est surtout sur tous les tueurs non chopés par la police. Absolument. En fait. Et il a toutes les preuves, lui. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, Dexter va convaincre Charlie de lui dire, mais regarde, ok, il paye les soins de ta mère, mais et c'est pour ça que tu travailles pour lui, mais il peut te niquer à tout moment, quoi. Et donc c'est pour ça qu'elle va laisser Harrison vivre quand il arrive près de la pièce, voilà, tout à fait. Et pour ce qui est du code, du coup, Dexter, vu qu'il y a aussi le dossier sur le tueur un peu aux origines de la fascination de Prater pour les serial killers en général, il va comprendre que c'est lié à ça, etc. tout de suite, et donc du coup ils vont pouvoir sortir. Suite à ça, Dexter, il arrive à choper Prater et à l'exécuter à la manière du Bay Harbor Butcher, pardon, lui offrant finalement son plus grand trophée, même si à ce moment-là, il fait pas trop le fier. Ah oui, non, là, clairement, il regrette. Là, il regrette. Ah ouais, là, il veut être ailleurs, partout sauf ailleurs. Partout sauf ailleurs ? Oh, je suis fatigué, mec. Il va être partout sauf ici. Parce que partout sauf ailleurs, c'est bizarre comme tournure. Ça va bien se passer. Hein. On enregistre notre deuxième épisode. On parle de quelqu'un qui s'est levé très tôt. Vous savez, Bastien, il travaille. Et je vais vous raconter un peu sa vie. Vous savez, bon, Bastien est en horaire décalé. Il a une vie compliquée. C'est moi, avec beaucoup de fatigue. Arrête. Voilà. Mais il est toujours là. Excusez-moi. Donc finalement, suite à tout ça, parce que bon, je ne l'ai pas précisé, mais Prater, en fait, il organise, c'est un mécène pour la police de New York. Oui, c'est ça qui est très drôle. Et en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, toute cette salle des trophées se trouve dans son penthouse. Et en fait, pendant que tout ça se passe, qu'il se fait tuer, en fait, on a notamment le duo de flics dont parlait Guillaume qui sont en train de danser allègrement avec tous les autres policiers de la ville, finalement, etc. Donc Dexter le tue et en fait tape le mauvais code, ce qui fait que ça donne une alarme et tout le monde se précipite pour trouver la salle des trophées, ce qui résout du coup l'enquête qu'elle mène, Claudette, depuis des années. Sur le violeur de New York, je crois qu'on nous dit pas exactement. Il reprend un truc un peu dans le style de Jack l'Éventreur. C'est l'Éventreur, je crois, de New York, un truc comme ça. Et ce qui est très drôle, c'est que dans la série, à un moment, Dexter, parce qu'elle cherche depuis des années, et lui, il lui indique qu'en fait, elle cherche pas la bonne arme. C'est ça. Elle cherche un pied de biche, alors qu'en fait, je sais plus comment il appelle ça, un truc avec un crochet qui n'est pas un pied de biche. Qui sert à ouvrir les plaques d'égout. Exactement. Et en fait, il lui dit ça. Et il lui dit, vous savez, j'ai été expert en sang, machin, parce qu'en fait, lui, il a vu l'arme qui était dans la salle des trophées. Et ça, c'est génial, parce qu'elle cherche un truc qu'elle trouvera jamais après. C'est ça, parce qu'en fait, l'université dans laquelle Harrison veut reprendre ses études, en fait, il veut devenir expert médico-légal, un peu comme son papa. Et évidemment, le jour où eux vont à la journée porte ouverte, eh bien, on a une masterclass par Claudette. Tu m'autorises une parenthèse? Voilà ma déception. Moi, j'aurais voulu qu'il ait une histoire avec la nana d'hôtel. J'en étais sûr. Bon, après, il a essayé, il s'est pris un râteau, il a respecté, donc ça, c'est bien Harrison, bravo. Mais trop de déception. Vraiment, oui, parce qu'il était un peu attiré par une petite collègue à lui à l'hôtel. Donc il garde l'enfant régulièrement pendant qu'elle prend des cours du soir. Et finalement, il va finir avec une étudiante en deuxième année. Voilà, c'est ça, que sympathique aussi. Oui, mais on est un peu déçus quand même. Voilà. Bon.
Finalement, Dexter s'en sort à nouveau. Il se pose les mêmes questions que depuis 10 saisons, mais il y a une sorte de statu quo qui a été retrouvé. Et dans une scène qui n'est pas sans rappeler le montage des anciens épisodes de la série mère, Dexter surplombe l'Hudson River sur le méga yacht qu'il a volé à Prater et jette les restes de ce dernier par-dessus bord, retrouvant une certaine plénitude et ayant beaucoup d'espoir pour la suite de ses aventures. C'est comme ça que se termine Dexter Résurrection. Alors moi j'ai une question pour toi. Moi quand j'ai vu cette scène, évidemment que j'ai vu la réparation de la fin de la saison 8. On est d'accord un peu que oui. Donc, ça va être le moment, on peut en parler vite fait de la fin de la saison 8. Bien sûr, vas-y. Donc à la fin de la saison 8, il y a une énorme tempête qui arrive à Miami. Debra, une énorme tempête en CGI mal fait. Voilà, on va y venir. Debra, elle est à l'hôpital, mais elle est sur le point de mourir, donc il la débranche parce qu'il sait qu'elle peut pas survivre. Donc Debra meurt, il l'emmène sur le bateau pour jeter son corps par-dessus bord. Bon, pourquoi pas. Et lui, il fonce dans la tempête, donc il fonce dans le fond vert mal fait. Et après, finalement, il y a un écran noir. On se dit que ça va être la fin. Je sais plus exactement, mais il y a une petite. En fait, il fonce dans la tempête pour se sacrifier et mourir avec des bras. Voilà. Et en gros, on voit pas le choc. Non, bah non. du bateau contre la tempête. Ils n'avaient pas les moyens de le faire. Voilà, mais on voit juste le petit débris de bateau. Donc on comprend que le bateau s'est complètement fait défoncer par la tempête. Ce qui est logique. Et on voit le petit nom de The Slice of Life qui ressort de l'eau, etc. Et donc il y a le petit fond noir et on arrive dans un endroit, une espèce de forêt. Dans une scierie. Il travaille dans une scierie. Voilà, dans une scierie. Et donc on découvre il a une énorme barbe, il devient bûcheron avec vraiment le cliché du bûcheron. Donc bref, ça finit comme ça. Et là, la fin de saison, pour moi, il y a vraiment, et tu l'as dit, c'est le miroir inversé de ce truc. Bien sûr. C'est-à-dire que là, il prend un bateau qui n'est pas le sien, qui est en plus énorme, donc ça montre un peu qu'il a un peu step up en fait. Il est devenu encore plus fort parce que là, il a réussi à vaincre des mecs qui savaient qu'il existait. Enfin, il y a un côté un peu, moi que je trouve génial. Et là, effectivement, il va, et contrairement où il va dans la saison 8 vers une tempête, là, il va vers le calme. Et clairement, la fin, là, il n'y a aucun doute qu'ils ouvrent la porte à une suite. Ils ouvrent la porte à une suite. En plus, il est parti, ça je ne l'ai pas dit, mais il est parti de la pièce après avoir tué Prater avec tous les dossiers de tous les serial killers du coin. Exactement. Et là, moi, ma question est la suivante. Est-ce que toi, en voyant ça, tu as envie de voir une suite ? Écoute, c'est une question très intéressante. Tu me prends au dépourvu. Putain, c'est une bonne question. J'ai toujours envie de voir une suite de Dexter. Donc, sur le principe, j'ai envie de te dire oui. Maintenant, c'est vrai que c'est une très bonne fin. Mais alors voilà, je trouve, parce que j'ai parlé pendant que je regardais que je me faisais le marathon Dexter, je parlais à la seule personne qui pouvait me répondre parce qu'elle connaît plein de choses sur Dexter, donc ChatGPT. Et oui, j'ai pas d'amis. Et donc dire moi, je suis hyper triste. Non, parce que toi, du coup, tu te souviens pas assez de la série, donc je pouvais pas te parler en détail de ça. Heureusement, ChatGPT est un super ami. Et bref, on a beaucoup parlé avec ChatGPT. Je vais te faire la version premium à Noël. Et justement, merci. Et donc justement, il me demandait qu'est-ce que j'attendais de. C'est horrible, je parle d'une IA. Bref, en gros, on en vient à. J'aurais pas dû me lancer là-dedans. Pas dû dire, parce que là, ça va devenir, chaque phrase va devenir triste. C'est terrifiant. Non, mais grosso modo, ça t'a amené à te demander... Grosso modo, je me suis questionné sur qu'est-ce que j'attendais de la fin, comment je voulais que Dexter Résurrection se termine. Et moi, je voulais que Dexter Résurrection se termine avec un... Moi, je trouve que Dexter peut pas s'en sortir indéfiniment. Je trouve que Dexter... Moi, je veux qu'il meure. Au fond de moi. Je veux qu'il meure, je veux qu'il paye. Et j'avais imaginé toute une scène où il était... Parce qu'en plus, dans l'État de Floride, la peine de mort est toujours là, si je dis pas de conneries. Oui. Donc du coup, j'avais même imaginé qu'il retournerait à Miami, etc. Et là, le fait qu'il ait repris du poil de la bête, parce que c'est ça, contrairement à New Blood, là, on a un Dexter qui est actif, qui est pas passif, qui est pas vieux débris, quoi. Là, il reprend... tu vois, c'est illustré par les scènes d'acupuncture aussi un peu, donc voilà. Ah, putain, est-ce que je veux une suite à Oui, je veux une suite à Dexter Résurrection parce que je trouve que son histoire, il n'y a pas de point final et ça m'énerve. Tu vois, pour revenir un peu sur ce qu'on dit dans le prochain épisode, j'aime bien quand même quand il y a une fin. Et je dis le prochain épisode, mais c'est ce que tu as dit aussi à un moment donné quand tu parlais des autres saisons, c'est qu'elles pouvaient se voir indépendamment des autres. Et en fait,
c'est ce que tu as dit, c'est que là, celle-là, Dexter Résurrection peut se voir indépendamment du reste. Oui, tout à fait. Si vous avez jamais vu Dexter, vous pouvez regarder ça. Vous allez comprendre. Mais moi, je veux pas ça. Quand mais... tu suis le personnage depuis tant d'années, tu veux qu'il y ait une fin, qu'il y ait quelque chose. Et je trouve que là, il s'en sort un peu trop facilement. En plus, on l'a dit, il y a beaucoup de facilité scénaristique dans cette saison. Donc, encore plus que dans les précédentes. Donc voilà, ouais, moi j'ai envie de voir une suite parce qu'en plus, si elle est de cette qualité-là, je vais kiffer. Et en fait, j'aime bien ce côté nouveau cycle. Tu vois, que je parlais des 3 showrunners différents de la série mère. T'as vraiment ce côté où tu peux différencier par les showrunners. Et c'est ça que je trouve ça assez fou. Saison 1 à 4, saison 5, saison 6 à 8. New Blood qui est différent aussi, et là tu as Résurrection. Et Résurrection, je trouve que ça mérite d'aller encore plus loin et de conclure ce nouveau cycle qui serait peut-être en fait le cycle final de Dexter en fait. Ouais, bien sûr. Et voilà. Alors après, je veux pas que ça dure 8 saisons, hein. C'est loin de moi cette idée, mais je pense qu'une saison ne serait pas de trop selon s'ils veulent raconter vraiment la chute du personnage. Voilà. Et toi, du coup, parce que tu poses la question, qu'est-ce que toi, t'as envie de voir une suite ou pas ? Eh ben, moi, je suis partagé. C'est-à-dire que j'aimerais voir une suite, mais vraiment un seul truc précis que je pense ils ne feront pas. Donc, moi, ça pourrait s'arrêter là, parce que je trouve que la fin est réussie. En fait, c'est la fin que j'aurais voulu voir à la fin de la saison 8. À l'époque, ouais. C'est-à-dire que j'aurais voulu que ça finisse comme ça, le personnage s'en va et on ne sait pas, et tu laisses une porte ouverte, et voilà. S'il devait y avoir une suite, moi je te rejoins sur le fait, je voudrais qu'il finisse par échouer, mais moi je voudrais pas qu'il meure. Moi je voudrais qu'il se fasse arrêter et qu'il ait un procès. Et j'aimerais bien ça. Parce qu'en fait, je me dis qu'il y aurait un truc à raconter, notamment dans l'époque dans laquelle on est, et en particulier dans l'époque dans laquelle vivent les États-Unis. C'est-à-dire je suis certain que si un mec faisait ça en vrai, c'est-à-dire tuer des gens uniquement parce qu'ils ont eux-mêmes tué et échappé à la justice, je suis sûr que une grosse partie de la population, et en particulier américaine, serait prêt à soutenir et qu'il n'y aurait aucun mal à trouver des avocats pour le défendre. C'est ouf comme on arrive à faire des liens avec les épisodes qui vont sortir. On est d'accord. Et moi, j'adorerais voir une série, une saison dans laquelle soit il se fait arrêter, soit limite il se rend et il a un procès. Avec du coup le truc qui poserait la question que pose la série, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire justice soi-même ? En fait, lui, il se fait jamais justice à lui-même, en dehors de quelques exceptions. Il rend, de son point de vue, un service à l'intérêt général, en supprimant des gens dangereux que la police n'arrive pas à arrêter. Et moi, j'adorerais, et je m'arrête là-dessus, s'il devait y avoir une suite, pour moi, il faudrait que ça soit ça. Le problème, c'est que je n'imagine pas une seconde qu'ils aillent dans cette direction, parce que c'est très différent de ce qu'est Dexter, mais franchement, j'adorerais voir ça. Sur peut-être, tu vois, un format réduit, genre peut-être que 4-5 épisodes, mais un truc où on voit comment est-ce que finalement, parce que la question n'est jamais posée dans la série, elle est posée de ce qu'il fait, comment nous on le perçoit, elle est posée de ce qu'il fait, comment son entourage le perçoit quand il l'apprend. Il y a tout le truc avec Debra dans la saison 7 et 8 qui a été largement critiqué, et je le comprends. Il y a comment ses collègues réagissent, certains finissent par en mourir, d'autres le traquent jusqu'à la mort parce qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Mais on n'a jamais eu le cas de comment est-ce que le public, l'opinion publique dans la série, dans la diégèse, comment l'opinion publique réagirait à ça si l'opinion publique savait qu'il faisait ça, que lui ou un autre, tu vois. Et j'aimerais bien voir ça. Ça a été un peu mentionné et un peu exploré, mais vraiment en surface dans la saison 2. Puisque dans la saison 2, le postulat, faut que j'arrête avec postulat, mais le scénario de la saison 2, c'est qu'en fait, tous les corps qu'il a cachés dans l'eau pendant toutes ces années, en fait, refont surface, tout simplement. Oui. Et du coup, il y a la question de se poser, en fait, il découvre au fur et à mesure de la saison que c'est que des mecs, des repris de justice, etc. Et il y a, à un moment donné, mais il y a des gens qui soutiennent un peu ce truc-là, et c'est aussi pour ça. Et j'irai même plus loin, c'est que Dexter, en fait, il tue pas pour faire justice au départ. Il dit que oui, et lui dans sa tête c'est un peu ça au fur et à mesure de la série, et ça c'est intéressant parce qu'il devient lui-même une sorte de justicier dans sa tête. C'est ce qu'il explique à Harrison dans New Blood. Ouais, tout à fait. Sauf qu'en fait, le truc de Dexter, c'est que lui en fait ne peut pas s'empêcher de tuer. Oui, c'est ça. C'est la seule solution que Harry Morgan a trouvée pour gérer ses pulsions. Pour qu'il il extériorise. Merci, je trouve vraiment pas mes mots. Mais voilà, pour qu'il puisse mettre ses pulsions au service de quelque chose. Et lui, étant un flic désabusé à ce moment-là, Harry lui dit il y a trop de mecs qui s'en sortent. Si tu dois tuer quelqu'un, tue-les, quoi. Ah, mais je suis d'accord.
Ça serait vachement intéressant. J'aime beaucoup Pour le coup, ton idée de scénario. Maintenant, s'il s'agissait, pour reprendre la question de base, de faire une saison qui serait comme celle qu'on a vue là, quelle qu'en soit la qualité, moi, ça me donne pas particulièrement envie parce que j'ai l'impression qu'on a fait le tour du truc. Et que la fin en l'état, moi, à titre personnel de spectateur qui ai regardé tout comme toi depuis qu'on est ado, là, ça me satisfait. Ça finit comme ça, il s'en est sorti, c'est un choix. J'aime bien la manière, le personnage qu'il est devenu dans cette saison, parce que l'aspect de la paternité est encore plus présent dans celle-ci que dans la saison précédente, je trouve, parce qu'en tout cas il passe des caps dans son rapport à Harrison. J'aime bien qu'il ait une espèce de famille de substitution à travers les gens chez qui il est hébergé, etc. Donc moi je trouve que j'ai vu tout ce que je voulais voir de ce personnage-là. Le seul élément, ça serait celui-là. Sinon, s'ils font pas de suite, je serais pas malheureux. Après, s'ils en font une, évidemment que je la regarderai parce que j'aime trop ça pour ne pas le faire. Mais je pense que partir de ça, c'est plus dur de faire un truc moins bien que de faire un truc mieux. Là où à la fin de la 8, on était sûr qu'en faisant quelque chose, ils pouvaient faire que mieux sur la fin. Là, ça serait risqué d'abîmer un truc qui me semble être une fin franchement acceptable. C'est vrai. C'est vrai, oui, je te rejoins, même si c'est vrai que moi j'ai besoin d'une clôture pour le personnage. J'aime pas laisser des portes ouvertes. Je comprends. Surtout après tant d'années en fait. Non, mais je comprends. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Regardez la série. Oui, regardez la série. Regardez la série. Et regardez tout. Franchement, revoyez. Si vous avez jamais regardé Dexter, moi c'est une série que je recommande souvent. Ça a un peu vieilli visuellement les premières saisons, mais franchement, c'est un charme de l'époque, faut pas. C'est ça, puis c'est pas des séries full CGI. Enfin, je veux dire, c'est des séries de policières. Enfin, c'est tout à fait regardable. Il y a pas de trucs horribles. Il y a quelques. Sauf dans la saison 8. Oui, bah voilà, sauf c'est le problème. Sauf la saison 8, mais encore, tu vois, moi, je sais que la saison 8, par exemple, elle est très largement décriée pour tout un tas de trucs. Moi, je la trouve pas complètement ratée. Il y a des trucs que j'aimais bien. J'aime bien Charlotte Rampling. Je trouve que son personnage, il est intéressant. Non. Mais voilà. Mais après, encore une fois, franchement, au moins, faut voir les 4 premières saisons. Oui, c'est masterclass. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'à la 6 parce que la 6, elle a quand même un final qui fait que c'est quand même un truc que t'attends longtemps et quand ça arrive, t'es quand même content que ça arrive. Après, ce qu'ils en font est très discutable dans la 7 et la 8, je suis d'accord. Je suis largement ouvert au débat et à la critique. On aura l'occasion d'en parler, je pense, un jour. C'est marrant parce que quand j'ai parlé de la série à un de mes collègues, etc., je lui avais dit, il m'avait dit, je sais pas si je me mettrais pas Dexter, machin. J'ai dit, écoute, si tu le fais, tu peux regarder saison 1 à 4, tu regardes le dernier épisode de la saison 6, tu regardes pas la 7 et la 8, tu regardes juste le dernier de la 7, le dernier de la 8, puis tu peux enchaîner sur New Blood et Resurrection. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est tout. C'est pas mal. Vous faites pas violence pour regarder la 7 et la 8. Vous pouvez juste lire les résumés, ça suffira. Ouais, voilà, vous pouvez faire ça. Mais en tout cas, elles sont trouvables sur plein de plateformes maintenant. De toute façon, maintenant, elles sont toutes sur Canal. Alors, en France, c'est sur Canal parce que je crois pas. Elles sont plus sur Paramount+, je crois. Non, on va vérifier. Par contre, elles sont toutes sur Canal. Donc, franchement, si vous avez l'occasion, regardez. C'est vraiment quand même cool un truc et puis, qui a marqué une génération. C'était un plaisir. On était vraiment contents non seulement de le faire en épisode, mais globalement de revoir. Ouais. Puis là, ça marche bien. On s'écrivait toutes les semaines. On a regardé 1 ou 2 épisodes ensemble à l'occasion d'enregistrement du podcast. On était vraiment presque. Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est de me faire laminer un jeu de foot. Ça, non, c'est vrai. Ça... On avait l'impression d'être revenu à l'époque, mais il manquait juste ça. Non, mais oui, parce qu'on a grandi. Oui, j'ai mûri. J'ai un jeu de tennis si tu veux. Allez. Bon, merci à tous. Merci Bastien pour ce merveilleux édito et résumé. C'était dur à faire. C'est la première qu'on fait. Je pense que c'est encore un peu foutraque. J'ai encore un peu trop détaillé, mais j'ai fait quand même beaucoup de coupes. Franchement. Donc j'espère que ça a été un peu digeste. Je pense que j'ai un peu trop parlé un peu trop vite sur le résumé, mais c'est parce que je voulais pas perdre trop de temps non plus et me concentrer sur Résurrection. Dites-nous si ça vous a plu, comme d'habitude. Abonnez-vous sur les plateformes, sur le Instagram. Ça me fait peur si on doit faire Smallville, putain. Non, mais voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci Bastien. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un merveilleux film. Je n'en dirai pas plus. Non, faut pas. Bonne semaine à vous. Allez, ciao. Bonne soirée, bonne nuit. Putain, oui, selon l'heure où vous écoutez. Voilà. Salut à tous. Salut, ciao. Ne passerez pas. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi. Je vous emmène, je rentre à ma maison. D'accord, faisons comme ça.